Salut les amis! Ah oui, je me rends compte que je suis tout petit dans l'écran en me regardant sur le retour. Alors, ça me fait très plaisir de vous retrouver en cette rentrée scolaire parce que oui, on va faire la bascule. C'est bientôt la reprise dans les dojos des premiers forums d'association. Et aujourd'hui, j'ai remis ma ceinture bleu, blanc, rouge. Alors, pour ceux qui suivent mes tutos depuis longtemps, vous le savez, elle m'a été offerte par la Martial Arts Association qui a son siège en Allemagne pour l'organisation du Martial Arts Day que j'avais organisé en France il y a quelques années. Elle n'a aucune valeur de grade, c'est juste que à mes yeux, en fait, c'est un petit clin d'œil. Elle représente vraiment très très bien le travail que je fais dans les tutos que vous êtes en train de regarder et que vous regardez depuis des années. C'est cette transmission des valeurs et des histoires, des philosophies, des principes, des techniques japonais en France. Bah oui, bleu, blanc, rouge, vous êtes un public français, je le fais en français. J'ai trouvé que la ceinture, en tout cas, était très adéquate. Donc aujourd'hui, on va parler du choix des voies martiales, de la perfection des voies martiales, en tout cas de savoir où on va. Pourquoi? Parce que d'une part, bah oui, on va faire un peu le marronnier de la rentrée de toutes les revues martiales depuis qu'elles existent, à savoir, on est au mois de septembre, quelle discipline choisir. On va pas parler justement précisément de ça, mais plutôt, quelle que soit la discipline que vous pratiquez, quelle façon vous allez avoir d'évoluer au sein même de votre discipline en faisant une petite analyse, parce que c'est aussi le credo de ces tutos, hein, c'est de l'analyse, de la philosophie, de la théorie, parce que la pratique, vous l'avez dans vos dojos. Si vous voulez pratiquer avec moi, bah, je fais des stages, donc n'hésitez pas, on pratique physique, mais là en l'occurrence, on va parler vraiment d'analyse, d'un petit tuto, d'une vidéo, non pas qui m'appartient, mais un tuto qui appartient à Julien Boucher, une vidéo qu'il avait sortie au mois de juin, dans lequel on voit son père, Laurent, dans son dojo, justement à Saint-Jean-en-Royans. Et ça m'a tilté parce qu'elle va très bien dans la philosophie de ce gros dossier d'été qu'on a vu depuis le mois d'août, qui est le syndrome de l'imposteur. Et je voulais aujourd'hui décrypter ça un petit peu avec vous. Allez, on y va, on s'accroche, c'est parti! En juin dernier, je découvrais une vidéo de Julien Boucher qui s'intitule « Être pacifiste est une qualité si on a la possibilité de ne pas l'être ». Cette vidéo a résonné en moi sur ce gros dossier d'été que je vous préparais, qui est le syndrome de l'imposteur. Alors Julien, on se connaît depuis quelques années maintenant. J'ai déjà donné des stages chez lui dans son très beau dojo de Saint-Jean-en-Royans. Je connais donc un petit peu son papa, Laurent Boucher, que l'on voit dans la vidéo. Et j'ai eu plaisir à recevoir Julien en duplex lors des vidéos de confinement. Et ce sera un plaisir d'ailleurs de le recevoir. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup dans son travail et dans sa personne. Bon, il ne sait pas du tout que je parle de lui dans cette vidéo. Il va pouvoir découvrir ça. Ça va être assez amusant. C'est un petit clin d'œil en tout cas que je fais à ton travail, Julien, parce que franchement, il est super bien. Donc, il faut continuer comme ça. Et dans cette vidéo, pour moi, c'est le socle pur et dur de cette évolution du syndrome de l'imposteur lorsque on se persuade de choisir une voie alors qu'en fait on le fait par dépit. Donc être pacifiste est une qualité si on a la possibilité de ne pas l'être. Ah oui, si de base on ne sait pas se battre, être pacifiste c'est plus vraiment un choix. Moi aussi, hein, on me met devant des Jérôme Le Banner, bizarrement je vais me sentir l'âme d'un pacifiste. Donc il va falloir prendre du recul et se dire que, oui, être pacifiste, on a bien compris le message dans la vidéo, c'est intéressant quand on a la possibilité d'être un guerrier, de savoir ce qu'on fait et éventuellement d'aller au combat, de savoir, d'être instruit de ce qu'est le combat ou la self-défense, parce que ce sont des domaines très différents, mais voilà, du passage à l'action. Si on sait faire, mais qu'on décide volontairement de ne pas faire, automatiquement, ça devient une qualité. Vous savez, il y a un petit adage qui expliquait qu'on m'a dit il y a très longtemps, lorsque je travaillais à Karaté Bushido, alors ça vaut ce que ça vaut, hein. On me disait que l'expert, c'est quelqu'un qui sait terminer un combat en le moins de temps possible, en quelques secondes, mais que le maître, c'est quelqu'un qui sait terminer le combat avant qu'il ait lieu, c'est-à-dire qui sait éviter le combat. Donc, et on en revient aussi un petit peu à Hyakuren Ishoku qu'on a vu il y a 15 jours sur les philosophies de Maître Iwamoto qui explique justement qu'en consacrant sa vie et son temps à l'étude de ce qu'est le karaté, votre adversaire va se rendre compte lors de sa première attaque que vous êtes très entraîné. Et c'est très important d'ailleurs cette formulation parce que c'est l'adversaire qui se rend compte lorsque lui va vous attaquer. Parce que vous aurez déjà l'attitude, vous aurez la posture. Donc, pour revenir à nos moutons sur ce syndrome de l'imposteur et sur donc maintenant l'arc d'analyse que l'on va faire sur cette petite vidéo, pour moi, il semble très important de ne pas faire les choses par dépit. Et c'est malheureusement beaucoup trop le cas à l'heure actuelle. Vous allez dans un dojo où les gars vont vous dire de toute façon, nous, on ne fait pas de combat, on fait que ça. C'est parce que la plupart du temps, ils ne savent pas
faire. Il y en a à l'inverse, moi je fais que du combat, j'aime pas les katas, mais parce que la plupart du temps tu ne les connais pas. On en revient aussi un petit peu à je n'aime pas, je n'y arrive pas, le tuto qu'on a fait en août sur justement cette analyse et ce côté où ça va se confondre dans notre esprit parce qu'on ne fait plus la différence entre ce qu'on n'arrive pas à faire et ce qu'on n'aime pas. On n'arrive pas donc on n'aime pas. Et on n'aime pas donc on n'y arrive pas. Donc ce sont des voies complètement différentes qu'il se tient d'analyser correctement. Ici, si on souhaite faire les choses correctement, dans sa discipline martiale, il faut être conscient du spectre de la discipline et d'évoluer de manière générale. On l'a vu aussi la semaine dernière, justement, quand on parlait de l'évolution des ceintures blanches et d'essayer de monter les choses progressivement pour que tout le monde puisse s'y retrouver, sans créer d'effet bancal dans sa pratique. On ne peut pas ignorer un aspect de la pratique au profit d'un autre et se revendiquer d'avoir préféré ça. Moi, j'aime pas le terme expert ou expertise parce que je trouve ça un petit peu condescendant. Par contre, j'aime l'aspect spécialiste, c'est-à-dire qu'on connaît tout, mais on a décidé de pousser un petit peu le curseur dans un domaine dans lequel on va se spécialiser. Ça ne veut pas dire que le reste, on ne le connaît pas. Moi, je prends les cas, pour le coup, puisqu'on est dans un partage d'expériences lié à ces tutos, de mon cas. Mon cas présent, j'ai toujours lutté contre ce principe de syndrome de l'imposteur, contre son évolution, j'essaie de la freiner le plus possible. Et pour moi, ça se traduit par 3 grands axes de travail. C'est que j'ai choisi de faire du karaté, non pas par dépit de la self-défense, parce que je ne sais pas me défendre ou je ne connais pas les choses concrètes de la rue, mais parce que c'est un choix. La self-défense, je l'ai étudiée et analysée professionnellement avec des gens comme Frank Ropers du Pencak Silat, Richard Douyeb, la personne qui a amené le Krav Maga en Europe. Et j'ai quand même participé au King of Self-Defense, la Coupe du Monde de Self-Défense organisée par Patrick Lombardo, à laquelle j'ai participé et que j'ai remporté. Donc, je ne suis pas le plus grand expert en self-défense, loin de là. Mais je connais le sujet, je sais de quoi je parle. Et lorsque je fais quelques heures de self-défense par semaine au dojo, je vais évoluer dans ce sens-là, dans un sens un peu pragmatique. Par contre, ma discipline de cœur, c'est le karaté. C'est elle que je vais choyer, non pas parce que je ne connais pas le reste, mais parce que c'est un choix. Et au sein même du karaté, je préfère la pratique club, c'est-à-dire je préfère le dojo. Je me suis pendant très longtemps éloigné de la fédération. J'étais même un total outsider à l'époque où j'étais vraiment rédacteur et pigiste et reporter pour beaucoup de revues martiales et d'éditeurs. À ce moment-là, j'étais vraiment en marge de la fédération que je considérais très malsaine. Mais au bout d'un moment, on m'a mis face à mes contradictions, c'est-à-dire, bah oui, mais tu ne peux pas parler d'un univers si tu ne le connais pas, en fait. Tu ne peux pas critiquer quelque chose en étant extérieur, en disant, vous, ce que vous faites, c'est pas bien, si tu ne connais pas les tenants et les aboutissants des personnes qui font ce travail-là. Donc, j'ai passé mes formations, j'ai été arbitre, j'ai été juge de grade, j'ai évolué au sein de la fédération pour essayer de comprendre les choses, et donc désormais formateur, pour soit proposer des choses pour améliorer, soit simplement être conscient ou critiquer en connaissance de cause. On ne peut pas juste ignorer un système en disant ouais, nous on travaille dans notre dojo, mais on ne fait pas passer des grades parce que c'est des vendus. Ouais, nous on ne fait pas de compète parce que c'est des escrocs. Essaye, prends des drapeaux, essaye, apprends tes leçons et on en reparlera une fois que tu auras fait une saison. D'accord ? Au sein du dojo, j'ai une pratique qui se veut éloigner des valeurs de la compétition. Elles sont différentes, je ne dis pas qu'elles sont meilleures ou moins bien, elles sont totalement différentes. On pratique avec les élèves du club dans des voies qui sont des évolutions personnelles, des objectifs plus personnels. Certains ont un trait à la compétition, certains c'est des grades, certains c'est de l'évolution. Voilà, il y a des choses très différentes en fonction du profil des élèves, ce qui ne veut pas dire qu'on est coupé du monde de la compétition. Si des enfants ou des adultes veulent en faire, on en fait. Et la saison dernière, on a fait de la compétition. Vous avez suivi un petit tuto au tout début juillet où je vous expliquais que j'ai fini champion départemental, 3e régional et participé à Coupe de France, championnat de France. Alors oui, j'ai perdu en national et je suis loin d'être le meilleur et l'expert, mais je connais au moins un petit peu cet univers-là. Je connais ce milieu et j'y ai quelques compétences, même si elles sont encore à l'état d'embryon et d'étude. Maintenant, c'est à moi d'aller, si je veux pousser l'expérience et essayer de la renouveler, d'en prendre les conséquences pour pouvoir m'améliorer. Moi, je dis toujours, en formation, lorsque vous avez votre diplôme de formation, que ce soit un DAF, un DIF, un AFA ou au-delà, vous n'êtes pas apte tout de suite. Bim, à enseigner, vous n'êtes pas le champion, vous n'êtes pas le meilleur prof, vous allez faire des erreurs. Et c'est absolument pas grave de faire des erreurs. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience,
de se dire qu'on a fait des erreurs, de les identifier pour pouvoir les améliorer, pour éviter de les refaire. Vous savez, on avait vu la pédagogie active et l'impact cycle l'année dernière dans les tutos d'été, pour justement toujours, entre guillemets, remettre les choses en cause, se remettre en question, pour pouvoir améliorer un petit peu plus, même si c'est un tout petit millième à chaque fois, au bout d'un moment, on finit par monter un petit peu les choses en gamme. Donc, en gros, c'est pas grave de perdre ou d'échouer ou de pas y arriver. Le but, c'est d'en avoir conscience, de se mettre face au miroir et de se dire, ok, si maintenant je veux continuer dans ce domaine-là, il faut que je bosse ça. Maintenant, si je veux refréner et bosser dans cette direction, ok, mais je le fais en connaissance de cause. Je ne le fais pas par dépit. Ça va vous aider énormément dans cette réflexion-là, que vous soyez pratiquant ou que vous soyez enseignant, dans le phénomène justement du syndrome de l'imposteur, dans son évolution. Vous ne pouvez pas prendre une voie par dépit des autres et ne pas savoir faire. On l'a vu justement ces dernières semaines, à quel point ça peut être dramatique dans le fait de ne plus se sentir capable de faire quelque chose ou ne pas se sentir légitime. Et la légitimité, en fait, on s'en rend compte aussi d'un point de vue très pragmatique. Et là, on est en début de saison et vous allez vous en rendre compte. Moi, c'est un truc tout bête. Je vois mes adhérents, et il y en a certains, vu leur niveau, vu leur expérience, vu leurs années passées au dojo, je leur dis, bon, tu sais, ta tenue, ton petit kimono Décathlon à 10 balles, ce serait bien de mettre un petit peu plus. Maintenant, tu commences à faire 2-3 démos, tu participes à 2-3 choses. Tu verras, tu présenteras mieux avec, alors je ne te dis pas d'acheter un Shurido à 300 balles, mais un petit intermédiaire. Et je ne dis pas non plus que l'habit fait le moine, évidemment. On n'est pas là pour se montrer. Maintenant, à partir du moment où vous faites une démonstration ou une compétition, le fondamental, c'est de se montrer à des juges qui vont vous juger. Et on sait très bien, vous et moi, qu'en compétition, l'aspect fait énormément. Le kimono, la ceinture, la façon dont on est taillé, les cheveux, tout ça, ça contribue. Quand deux personnes arrivent sur les tatamis, souvent on voit un peu celui qui a l'expérience de celui qui n'a pas l'expérience, ne serait-ce que dans la tenue de la tenue, justement. Donc, ça y participe. Donc, au bout d'un moment, vous voyez si vos élèves se sentent légitimes d'acheter du matériel. Un selfer, tiens, viens, on va acheter des gants. Moi, la première fois où, il y a maintenant quelques temps, j'ai acheté mes premiers gants de boxe, je ne me sentais pas forcément légitime. J'avais fait 2-3 stages, 2-3 trucs, mais je me suis dit, j'ai des gants de boxe, je ne suis pas boxeur, je ne suis pas dans un club de boxe. Oui, mais si tu veux tourner en randonnée avec des gants un petit peu plus lourds pour travailler différemment, qu'est-ce qui t'en empêche ? Qu'est-ce qui t'en empêche, une fois que tu es en sève, d'essayer d'être dehors et de vouloir taper peut-être un petit peu plus fort, de prendre un casque ? Pourquoi pas? Si vous avez un shock knife, c'est pareil, passez au shock knife pour travailler un petit peu le mental, pourquoi pas? Rien ne vous empêche de le faire à partir du moment où ça contribue à votre évolution. Au début, on se sent toujours un peu illégitime d'acheter, moi, mes premiers équipements Venom, vous savez que j'aime bien cette marque-là, les premiers t-shirts même de compression ou les shorts, des choses comme ça, on se sent un petit peu mal à l'aise, on se dit est-ce que j'ai vraiment ma place dans ce genre de tenue? Puis finalement, oui, si je me sens pas à ma place, peut-être qu'il faut que moi je me mette au niveau pour me sentir à ma place. Donc il faut que je fasse une petite introspection. Qu'est-ce qui fait que je me sens pas à ma place? Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit, moi aussi, d'avoir une jolie tenue, un beau kimono? Pourquoi est-ce que je mettrais pas des protections? Ah ouais, on va se moquer de moi. Oui, mais si j'ai mal aux avant-bras, est-ce que vaut mieux mettre une protection et faire l'exercice? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas mettre de protection et pas faire l'exercice? Ouais, posez-vous la question. En tant qu'enseignant, moi j'ai la réponse. Quelqu'un qui ne fait pas l'exercice, autant qu'il reste chez lui. Donc, autant trouver les dérivés. Tu es plus fragile, tu es plus fin, plus léger, tu as des douleurs. Ok, on a des protèges avant-bras. Tu les mets. Il n'y a aucune honte. On fait un randori, tu veux mettre un protège-dents, éclate pas ton dentier, mets ton protège-dents. Tout ça, c'est de la légitimité et ça doit être normal. On fait des arts martiaux, pratiquez vos disciplines martiales. Ceux qui se sentent illégitimes, en général, c'est qu'il y a des lacunes de compétences. Ils ne se sentent pas compétents dans un domaine et ils se disent que justement, porter quelque chose qui pourrait montrer qu'ils pourraient avoir ces compétences-là, ça va les mettre mal à l'aise. Comme un beau kimono, comme une nouvelle ceinture. On part d'une nouvelle ceinture, on se sent mal à l'aise parce qu'on va avoir le regard des gens, ils vont dire « ils vont penser que je sais ». Oui, mais si c'est ton niveau, essaye de savoir dans ces cas-là, essaye d'avoir ce niveau-là. Donc, pour moi, cette petite vidéo du mois de juin de Julien, c'est vraiment dans cette thématique-là, dans ce cœur de sujet de l'évolution du syndrome de l'imposteur, de toutes ces petits dérivés, souvent très vicieux, qui prennent part en soi et qui font qu'au final, à la fin, on se sent un petit peu bancal si on fait les choses en pensant qu'on les fait par choix et qu'au final, on les fait par défaut, par dépit, parce que finalement, on manque de connaissances et de compétences.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire cette semaine. Je vous souhaite une très bonne rentrée martiale. À bientôt. Ciao.